bien, bonjour, bonsoir plutôt, à toutes les personnes en ligne, s'il y en a, et à vous qui regardez dans les jours suivants. C'est notre émission de rentrée, puisque la dernière a été annulée pour raison de santé, et puis on recommence cette série de notre émission Explore ton centre. On recommence en beauté avec Sylvie Coton, qui va nous parler, comme l'ont fait les personnes précédentes, de sa vie au centre Shambhala, enfin, avec toute cette démarche qui l'a amené à Shambhala et qui l'a fait rester, qui l'a fait aussi devenir une des enseignantes, je dirais, principales quand même, parce qu'on t'a vu souvent à un certain moment, moi maintenant, mais en tout cas, quand moi je suis arrivé à Shambhala en 2015, je te voyais beaucoup et avec plaisir. Donc ça me fait très plaisir de te recevoir ici ce soir pour que tu nous parles de toi, de Shambhala, de ton expérience, enfin, de toute cette vie qu'il y a autour. Ben, merci Jean-Luc, bonsoir tout le monde. Ben, merci pour l'invitation, puis pour ce si beau titre, Explore ton centre. C'est exactement ce qu'on propose ici au Centre Shambhala, d'explorer son intérieur, son centre, son cœur. Donc, merci beaucoup. Et donc, je me demandais avant de venir comment j'allais commencer, comment j'allais raconter, faire le récit de mon histoire avec Shambhala. Et puis, en fait, ça commence avec une retraite de Noël. Bon, maintenant, on dit retraite d'hiver. À l'époque, la publicité disait retraite de Noël. Et puis, je pratiquais déjà la méditation depuis 2003. Et je pratiquais avec un moine vietnamien qui était installé dans Hochelaga Maisonneuve et que j'aimais beaucoup. C'était mon taille, mon maître. Et puis, en décembre 2005, je cherchais un endroit pour faire une retraite de méditation pendant la période entre Noël et Jour de l'An. Et je cherchais. Et le seul centre qui proposait cela à cette période, c'était le centre Shambhala. Et comme j'avais entendu parler de Chogyam Trungpa et que j'avais bien aimé quelques lectures déjà que j'avais faites, je suis allée. Et c'est Benoît Côté à l'époque qui était l'enseignant qui dirigeait cette retraite d'hiver. Et je me suis sentie tout de suite à la maison, bien accueillie, bien dirigée et soutenue surtout. Soutenue dans cet exercice de patience, de méditer pendant une semaine, toute la journée et début de soirée. C'est quand même un gros engagement et c'était nouveau pour moi. Avec Thaï, j'avais déjà fait une journée de méditation complète, comme il les organisait tous les dimanches. Et puis, d'ailleurs, je me souviens que la première fois, le premier dimanche complété, j'avais un sentiment d'accomplissement et d'agrandissement intérieur incroyable. C'était très agréable comme sensation d'avoir réussi à garder le silence et la pratique pendant une journée au complet, alors que j'y allais plutôt quelques soirs par semaine pendant quelques heures. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Shambhala, avec cette retraite d'hiver. Et après ça, finalement, les choses se sont enchaînées et je suis restée... pendant quelques temps, c'est-à-dire que j'ai étudié avec mon maître vietnamien. J'ai continué avec lui. Et puis, à un moment donné, je lui ai même parlé de mon incursion dans le monde du dharma tibétain. Et il m'a dit, va explorer ton centre. Et puis, donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, quelques temps après, il a annoncé à la communauté qu'il se retirait. Donc, les choses se sont bien alignées. Il faut dire aussi qu'entre-temps, j'étais allée aussi explorer du côté de Kankala, un centre peut-être que tu connais, et qui m'avait aussi exposé les enseignements tibétains de manière très organisée, rigoureuse. Mais justement, voilà ce qui m'a gardée à Shambhala. C'est, oui, bien sûr, une rigueur et un sérieux, mais aussi beaucoup d'humour, beaucoup de flexibilité, beaucoup de compassion
et de vie sociale. Donc, c'est ça qui m'a plu chez Chogyam Trungpa, cette approche moins monastique, je dirais, que j'avais sentie chez Thaï et aussi chez les Tibétains Gelugpa, qui offrent des enseignements extraordinaires, mais on sent quand même derrière une saveur monastique peut-être plus restreignante ou en tout cas radicale dans le tranchant entre le mondain et le spirituel. Alors que Chogyam Trungpa propose une aventure qui mélange les deux et qui est tellement à l'image de ce qu'on a besoin maintenant comme citoyens, citoyennes du monde, aux prises avec beaucoup d'activités, de responsabilités familiales, professionnelles, etc. Donc, voilà comment je suis arrivée à Shambhala. Et ça, le centre était où à cette époque-là? Le centre était sur Sainte-Catherine, dans l'Ouest. Donc, c'était un centre magnifique, aussi magnifique qu'ici, dans une autre architecture, une autre époque d'architecture, d'ailleurs, plus ancienne manufacture restaurée, etc. C'est un édifice où il y avait des centres d'artistes. Et très curieusement, j'avais travaillé dans un centre d'artistes qui était au même étage que Shambhala pendant plusieurs années, mais je n'avais jamais traversé le corridor. Et donc, c'est comme ça, oui, à Shambhala, sur la rue Sainte-Catherine-Ouest. Rapidement, j'ai fait des programmes. Oui, c'est la question que je voulais poser. Qu'est-ce qui t'a entraîné à aller à approfondir, non seulement à rester, mais à approfondir? Comme je disais tantôt, l'approche de Chogyam Trungpa est certainement l'art dharma, la place accordée dans les enseignements, dans le curriculum, à l'art dharma. Il y a des programmes d'art dharma que j'ai suivis. J'ai fait les programmes assez rapidement, on pourrait dire, peut-être trop rapidement, mais en même temps, j'y pensais hier en me préparant, puis je me disais, si on attend trop entre les programmes, on perd un peu aussi un rythme. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste milieu, comme diraient les bouddhistes. Et donc, j'ai fait les programmes, les niveaux qu'on appelle, et j'ai fait aussi tous les programmes art dharma qui me plaisaient énormément parce que je suis une artiste professionnelle, donc j'ai besoin de faire des liens avec mon travail, et même si d'ailleurs on n'en avait pas formellement offert, je les aurais faits parce que justement entre la méditation et la création, il y a tellement d'atomes crochus, il y a tellement de liens naturels. Dans les deux cas, on pourrait dire que la méditation et la création, ce sont des expériences qui nous permettent d'apprendre sur soi-même et sur les phénomènes. Donc, c'est des pratiques, parce que les deux, je les considère comme des pratiques à part entière. Ce sont des pratiques qui nourrissent de connaissances expérientielles, donc de connaissances vécues, ressenties. On peut bien sûr faire toutes sortes d'études théoriques, historiques sur à la fois la méditation et l'art, par exemple, et c'est important de lire, d'écouter les expériences des autres ou les enseignements des maîtres, mais aussi c'est le fait de s'asseoir ou de se retrouver devant une page blanche, c'est aussi une façon d'apprendre, une manière expérientielle d'apprendre et de comprendre, pas juste d'apprendre, mais de comprendre. Et alors ça, dans les enseignements de Chogyam Trungpa, ça m'a beaucoup plu et ça m'a intéressée. Et donc, j'ai fait les programmes d'art dharma et j'ai fait, avant de faire la formation comme enseignante, j'ai fait la formation comme enseignante d'art dharma, à Karmé-Shilling. D'ailleurs, à Karmé-Shilling, c'est là où j'ai fait ma première retraite plus longue, là, de 2 semaines. Il y avait eu cette fameuse retraite de Noël qui m'avait fait rester à Shambhala. Puis ensuite, la retraite, ça c'est en 2006,
Donc, quelques mois plus tard, en avril 2006, j'ai fait la retraite de 2 semaines, un demi-datou, en fait, à Carmichael. Et là, j'ai aussi vécu quelque chose d'extraordinaire dans le sens d'absorption, de rencontre avec soi-même, avec moi-même, avec aussi mes obsessions mentales et toutes ces obscurations, clichés, etc. Alors, c'est ça qu'on voit, c'est quand on a un bon temps pour s'asseoir puis laisser tout ça macérer, c'est là qu'on peut voir l'impressionnante densité de nos obsessions mentales, de nos scénarios, de nos croyances, et comment on organise tout ça pour justement continuer à croire à une façon de voir les choses. D'ailleurs, en me rendant cette année-là à Carmichael, j'avais suivi une voiture qui probablement était conduite par un bouddhiste, sinon chambalien. On appelle ça les bumper stickers en anglais, les messages que les gens mettent derrière leur voiture. Et j'avais suivi une voiture quelques minutes qui affichait « Don't believe everything you think ». Alors, c'était exactement l'entrée en matière pour la retraite, le demi-datum. C'était un signe. C'était un signe. Quand on s'y met, là, puis quand on reste ouvert, quand on relève un peu le regard, on voit que les signes sont assez nombreux. Les phénomènes nous parlent constamment pour nous donner de l'information et peut-être même nous donner des petits signes d'encouragement. Ouais. Ou ferme des voies aussi, des fois. Oh, comment? Ou ferme des voies, ferme des chemins. Ah oui, nous fait bifurquer, nous guide en fait, oui. Oui. Je vois aussi Riéché Tsogyal ici devant nous, à ma gauche, la bannière de Riéché Tsogyal qui est une figure importante dans le bouddhisme tibétain et pour Shambhala. Je ne sais pas si il y a beaucoup d'entre vous qui avez vu la reproduction qu'on a faite de Chögyam Trungpa quand il était très jeune, alors qu'il était en Écosse, je crois. Il fait une petite peinture de Riéché Tsogyal qui est adorable, que j'ai à la maison. Un peu dessin, un peu naïf. Donc, c'est une représentation que j'affectionne particulièrement parce que c'est une figure de mère et d'enseignante et de bienveillante, très inspirante. Alors, Riéché Tsogyal, moi, je l'aime beaucoup. Et puis, ça a été la première à atteindre l'éveil au Tibet. La première personne. Personne, pas femme, exact. Personne. Oui, en effet. Et puis, je trouve que c'est important dans ce monde patriarcal encore quand même de pouvoir référer à une figure féminine, féministe même, je pourrais dire, avant l'heure, avec une si grande puissance qui est tellement inspirante. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il y a une femme qui m'inspire comme ça sur mon chemin. Ma propre maman m'a beaucoup inspirée parce qu'elle m'a amenée faire la méditation et le yoga chez une professeure de notre petite banlieue à l'époque. Donc, j'avais 14 ans et comme toute adolescente, complexée, timide, mal à l'aise ou en tout cas qui se cherche. Ma mère m'avait amenée avec elle prendre ses cours de Raja Yoga, donc dans lesquels on faisait de la méditation, puis la professeure nous invitait à explorer justement notre centre, à explorer notre vie intérieure, la manière dont on voyait les choses, etc. La professeure s'appelait Uparati, ce qui veut dire tolérance en sanskrit, et elle a changé ma vie, cette femme, donc par extension ma mère aussi, en m'amenant là. Et pendant 2 ans, on a fait ça ensemble.
Et ce qui est d'ailleurs une bonne idée de faire ça ensemble, mère et fille, pour partager une expérience commune. Et après ça, je suis allée au cégep, puis j'ai oublié tout ça, mais finalement, c'était resté en jachère dans mon cœur. Parce que quand j'ai retrouvé la méditation en 2003, j'ai vraiment connecté tout de suite et je sentais que j'étais à ma place avec cette pratique. Et donc, c'est important d'avoir comme femme, en tout cas pour moi, d'avoir des figures femmes fortes, puissantes, inspirantes sur le chemin. Et puis ici à Shambhala, à Montréal, puis même à Shambhala en général, il y a beaucoup de femmes inspirantes et compatissantes. Oui, même une majorité, en fait. Une majorité, peut-être, hein? Je n'ai pas jamais calculé. Oui, je n'ai pas calculé non plus. Mais... Et alors, à travers toutes ces expériences, justement, quelle balance tu fais entre ta démarche artistique, y compris dans Shambhala, je veux dire, y compris en tant qu'enseignante art dharma, et la démarche classique bouddhiste de l'étude et de la contemplation, mais dans une optique enseignement, par rapport à une approche artistique qui est plus ouverte, plus... Quel lien je fais? Quelle balance? Quelle balance? Enfin, comment tu t'inspires des deux, disons? Ben, les deux sont tellement proches dans un sens. C'est un peu ma question. Oui, c'est ça. Les deux sont tellement proches dans le fond, elles se fondent l'une dans l'autre. Parce que, par exemple, on vit parfois sur le coussin des moments d'absorption méditative. Ben, quand on dessine, par exemple, on peut avoir le même genre d'expérience d'absorption méditative. Ou dans la contemplation aussi, on peut avoir des contemplations très absorbées. Et puis aussi, ben là, l'intuition, les surgissements. Alors, les surgissements de Vipassana, on les vit beaucoup dans l'atelier d'artistes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de liens qu'on peut faire. Et puis, j'ai aussi, d'ailleurs, parlant tantôt de femmes, parlant maintenant d'artistes, fondé un groupe qui s'appelle Les Assises, il y a une douzaine d'années maintenant, et qui réunit des femmes artistes avec qui j'avais envie de partager le trésor du Dharma, de la méditation, et tout en cultivant des exercices de créativité qui allaient nous mener à discuter de ces enjeux création, méditation, comment les intuitions puis les compréhensions profondes des phénomènes nous sont possibles grâce à ces deux pratiques. Et ça marche. Et ça a été des rencontres très, très riches, des rencontres mensuelles depuis 12 ans, très riches, qui nous ont menés à faire d'ailleurs toutes sortes d'activités, comme une mini-sangha, en fait, qui n'est pas très loin de Shambhala, d'ailleurs. Oui, j'avais eu vent un peu de cette aventure là, qui est... mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça a développé plus spécifiquement parce que c'est quand même un groupe fort. Pour qu'il ait survécu 12 ans, ça a été régulier, et puis ça a été, j'ose pas dire productif, parce que on n'est pas dans un monde de production, là, mais un monde d'évolution plutôt, et de contemplation. Oui, c'est une bonne question, parce qu'en fait, ce que je réalise, c'est que quand on médite ensemble, nos esprits, nos cœurs fondent ensemble. Quand j'étais nouvelle étudiante ici à Shambhala, j'avais pris un programme avec Marjolaine Robert, puis elle avait dit « On est là pour fondre ». J'ai toujours retenu cette belle phrase parce que je me disais « Ah, c'est ça, on fond avec ce qui est là, que ce soit nos pensées, le contexte, le climat, l'environnement, etc. » Et puis, donc, on fond aussi avec les autres avec qui on médite. Forcément, nos esprits se rejoignent quelque part parce qu'il n'y a plus de limite. Je veux dire, nos corps, quand on les regarde, ils sont séparés, mais je veux dire,
dans l'esprit de la méditation, tout ça se rejoint dans l'espace, dans l'énergie, dans la présence, en fait. Et je pense que plus on passe de temps à méditer ensemble, plus on va créer des liens. Et c'est la magie de la Sangha, c'est la magie de prendre le temps de s'asseoir ensemble. On le voit aussi en méditation sociale, qui est une pratique qu'on fait ici et pour laquelle j'ai suivi la formation il y a plusieurs années avec d'autres membres ici. Et d'ailleurs, Nick Kranz, le formateur et l'initiateur de cette pratique, en parle en termes de champ de présence. Et donc, ce champ de présence, c'est nos présences justement qui fondent ensemble et qui se rejoignent dans l'espace pour créer du lien invisible, certes, mais pas si invisible que ça finalement. Et je me souviens très bien quand on a commencé à faire la méditation sociale ici, parce que la méditation sociale, ça inclut pas juste le cercle au sein duquel on médite et on échange, mais ça inclut une célébration après. Et je n'ai jamais vu de gens aussi joyeux que dans ces célébrations. C'est-à-dire, un peu comme à la fin des programmes qu'on fait ici, on a une célébration, c'est un incontournable. Ça vient de la culture de Chogyam Trungpa, c'est lui qui a proposé qu'on célèbre, parce que la vie est une célébration. La vie, la précieuse vie humaine, on doit la célébrer. Alors ça, c'est un petit éclat de ce qui est enseigné ici, mais plus qu'enseigné, ce qui est valorisé ici, c'est-à-dire la célébration de la vie, de cette précieuse vie humaine dont on a hérité. Mais, puis dans l'optique d'Art-Dharma, Chogyam Trungpa veut dire, mais c'est notre héritage, nos perceptions, voir le bleu du bleu, c'est notre héritage, voir le rouge du rouge, c'est notre héritage, c'est ça notre héritage, ce corps, cet esprit, ce cœur, ces perceptions sensorielles et tout ça qu'ils font ensemble avec les autres, on peut que se réjouir. Puis quand on a des moments difficiles, puis qu'on n'a pas envie de venir méditer, de voir les autres, ou qu'on nous pose des questions, blablabla, ça arrive. Alors, on sait qu'on peut aussi être ici sans avoir à tout dévoiler ou tout ouvrir. On peut s'asseoir, puis être grognon, si on veut. On peut, on a le droit. Puis, ouais, c'est ça, fondre ensemble. J'y crois tellement. Je suis aussi une artiste de performance. Hein. Alors, je travaille avec la présence, c'est mon matériau principal, mon corps-esprit présence. Donc, je travaille avec de grands risques par rapport à la présence, c'est-à-dire de ne pas savoir qu'est-ce que je vais faire, de ne pas savoir comment les autres vont réagir quand je suis en train de performer. Donc, la méditation m'a beaucoup aidé à porter cet inconfort de ne pas savoir, puis de négocier avec des imprévus, d'avancer dans l'inconnu. Mais notre vie au complet, c'est d'avancer dans l'inconnu, même si on essaie d'arranger un peu les choses. Donc, là encore, ça se rejoint. Parce que la méditation, on ne sait jamais ce qu'on va rencontrer. On s'assoit sur le coussin. On a une petite idée, là, si on a des préoccupations, mais en même temps, ça peut se passer d'une façon aisée, ça peut se passer d'une façon inconfortable, on ne sait pas. Puis, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation, bien sûr. Toutes les méditations, toutes les séances sont bonnes. Oui, on apprend de tout. Pas que des bonnes choses. Enfin, tout dépend en fait de son attitude par rapport à ça. Et justement, je crois que tu as poursuivi après dans des voies plus avancées. Donc, tu n'as pas hésité à te mettre, pas en danger, mais en situation difficile. Et est-ce que ça t'a apporté quelque chose de plus par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de l'expérience, ouais. Comme ce qui est un peu ce que tu fais en performance, c'est-à-dire d'accepter l'inconnu, d'accepter l'imprévu. Ouais. Mais là, avec les études bouddhistes plus avancées, on en remet une couche quand même.
Oui, sérieuse. Oui, quand on commence Mais c'est ça que j'aime à Shambhala, c'est que c'est très progressif. Donc, on est bien accompagné pour traverser les étapes qui vont nous mener aux études Vajrayana. Quand je suis arrivée dans le premier séminaire de Vajrayana, auquel je m'étais bien préparée, j'avais suivi les instructions pour bien me préparer et tout, j'avoue, j'ai eu un moment de peur, de doute. Je voulais m'en aller. C'est-à-dire, je voulais pas m'en aller, mais j'ai pensé un moment, et si je voulais partir? J'ai ouvert cette porte-là, mais ça, c'est mon style. J'aime faire comme ça pour me réaligner. Et puis, non, j'ai décidé de rester, de faire le truc complètement, de m'engager complètement. Et je pense que c'est un peu la force de la chose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement dans quoi on va s'embarquer. C'est des pratiques exigeantes, c'est des pratiques de cœur, c'est des pratiques... faut dire aussi que, en tout cas pour moi, je me retrouve dans un contexte américain et anglophone et je me sens, comme sûrement beaucoup d'autres personnes, loin de la maison ou en tout cas loin de mes références. Culturelles. Et oui, c'est ça. Et donc, ça aussi, ça crée parfois des inconforts, mais je ne l'ai jamais regretté, non, pas du tout. Et tu me demandais qu'est-ce que ça m'a apporté. Beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance, je dirais, une confiance plus grande que la confiance en soi. Puis là, je ne parle pas juste de la confiance dans l'enseignant, le maître, le gourou. On l'appelle comme on veut, mais c'est quand même que ça prend un guide quelque part pour nous faire cheminer. Puis, donc, une confiance plus grande que tout ça. Une confiance dans l'esprit vivant, dans l'esprit vivant qui habite son cœur, dans l'appréciation du monde tel qu'il est. Mais ça encore, c'est Chogyam Trungpa qui a su tellement bien traduire les valeurs du bouddhisme tibétain chez nous, c'est-à-dire appréciation, tendresse, douceur, précision, courage. Ça, c'est ces mots clés. Mais aussi des mots qui moi, m'ont surpris dans un premier temps pour m'ouvrir des portes après, comme la tristesse ou le cœur authentique de tristesse. Moi, ça m'a fait travailler pendant des semaines. Et pourquoi la tristesse est quelque chose de souhaitable, etc. Et, parce que s'il n'y avait pas la tristesse, il ne pourrait pas y avoir de guerrier, ni de guerrière. Parle-moi de ça. Ah oui. C'est vrai que ça peut surprendre, c'est comme quand on parle de présence au-delà de la peur et de l'espoir. En général, les gens n'aiment pas ça. On n'aime pas ça au début. On se dit, ben voyons, l'espoir, c'est bien. Mais c'est d'examiner. En fait, on nous invite à contempler l'espoir et la peur comme des ingrédients dans nos vies qui nous voilent nos compréhensions des choses, mais aussi qui voilent notre cœur, parce qu'on a tendance à vouloir éviter la peur, puis à tricoter sur l'espoir. Et donc, dans le fond, c'est tellement intéressant de comprendre qu'en tant qu'humain, en tant qu'humaine, on a cette tendresse, cette vulnérabilité. Ça, en ce moment, c'est un peu galvaudé, j'avoue, le mot vulnérabilité, mais c'est quand même de ça qui est question ici depuis très longtemps. Donc, cette tendresse, mon ami Milou appelait ça le caramel mou. C'est-à-dire, on est humain, on est humaine, les choses nous touchent, les choses nous traversent, nous font mal. Comme en ce moment, les conflits dans le Moyen-Orient, c'est déchirant. Ou quand on voit son enfant avoir peur ou être anxieux
Ou quand on voit son parent être malade, c'est déchirant, ça fait peur, ça fait mal. Puis on veut tout de suite penser, ah, mais ça va bien aller. Mais là, on s'arrête, puis on fait juste essayer de ressentir qu'est-ce qui est là. Ressentir qu'est-ce que cette peur ou cet espoir nous fait. Puis on voit que ça nous sépare, en fait. Ça nous sépare de ce ressenti humain qu'on a besoin. On a besoin de réagir. On peut voir qu'on peut ressentir, puis on n'aura peut-être rien à ajouter à ça. Si on pouvait amener cette qualité de compréhension du cœur dans l'espace social, dans l'espace politique, dans l'espace international d'État versus État, nation, etc., ce serait tellement aidant. Et puis on voit comment les Tibétains ils l'ont incarné d'une façon prodigieuse en n'ajoutant pas. Certains pourraient dire, ben ils ont tout perdu, mais moi je me dis, ils ont peut-être perdu du territoire puis de la culture, mais toute la planète a su qu'est-ce que c'était les Tibétains, finalement. Ils ont, enfin, quand on en parlait un peu avant, là, c'est toute cette expérience en fait. Oui. Et on a à apprendre de tout, même quand il nous arrive des catastrophes qui sont insupportables, au vrai sens du terme, voire destructrices physiquement ou moralement. Oui, puis il va en arriver. Et puis ça a toujours existé, et puis exact. Ça existera toujours. Enfin, probablement. Donc, comment tu vois, toi, ce côté, toutes tes expériences, si j'ose dire, il y a une expression que j'ai vu passer aussi un jour dans un ouvrage que je lisais, tout ce qui passe n'est que symbole. C'est-à-dire nous relie à une spiritualité. Ah oui, le mot symbole, je m'en méfie un petit peu. Oui, non, c'est pour ça que je te l'ai redéfini au sens de ce qui nous relie à un cheminement, à une spiritualité partant de nous-mêmes, en fait, pour nous sortir. Mais c'est sûr que l'expérience, si on est attentive à nos expériences, on va apprendre des choses parce que petit à petit, on va faire des liens, on va mettre les choses ensemble, on va faire du sens. Alors, nos expériences, ben, en réalité, c'est tout ce qu'on a, nos expériences. Je veux dire, c'est tout ce qu'on a. On n'a rien d'autre en réalité. Ben, on a les autres, puis on a nos expériences. Puis là, ben, à partir de là, on a un cœur ouvert ou fermé. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. Comme ça avance, on vit comme ça. Alors, la méditation, ça nous invite et ça nous incite à voir quand mon cœur se ferme, quand mon cœur s'ouvre. Puis de voir comme on apprend comme ça. On apprend avec cette sensation-là dans le cœur, qui est dans le cœur. C'est tout notre être, le cœur. On a tendance à le mettre ici, mais c'est partout le cœur. C'est l'esprit-cœur, c'est le corps aussi, parce que c'est notre corps qui nous donne les sensations. Alors, c'est tellement riche, toute cette combinaison de cœur, corps, esprit. Donc, on apprend comme ça. On apprend par l'expérience. Et puis, quand on a trop d'activités, comme moi en ce moment, par exemple, ben, il faut que je sois très à l'affût pour apprendre. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, il peut y avoir des dossiers qui tombent, comme dirait André. Mais c'est très intéressant aussi de voir qu'avec la pratique de la méditation, on s'entraîne à être de plus en plus présent. Donc, même quand on est pressé, on peut faire de l'espace pour voir, pour apprendre, pour ressentir. Mais c'est pas quelque chose je veux dire, c'est quelque chose qui doit toujours être nourri parce que ça peut aussi diminuer, ça bouge, hein, c'est vivant comme nous, on est vivant. Puis aussi, il y a le vieillissement qui va s'ajouter à ça, ou parfois la maladie. Donc, on a notre cœur, corps, esprit a besoin aussi parfois de ralentir, d'être moins stimulé. Ouais.
l'expérience. Je sais pas, je pensais à j'essayais de voir c'est quoi l'étymologie du mot expérience, parce que j'aime ça toujours aller voir l'étymologie des mots. Et ben je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je sèche là. Non, je sais Non, pas. on sait pas. Moi qui suis un amateur, pas un spécialiste, mais un amateur d'étymologie, là, je ne... Je suis sûre en plus que je l'ai déjà regardé parce que c'est en plein le mot, un des mots-clés là, dans les enseignements Shambhala, mais c'est pas grave, ça va peut-être revenir. Ça commence par ex, donc c'est C'est d'aller ça. chercher quelque chose dehors, mais après... C'est ça, c'est ça. Ben, c'est peut-être le reflet des phénomènes qu'on rencontre, qui nous apparaissent. En fait, parce qu'on va avoir un petit lutin là, qui va nous donner... Merci. J'ai pas pris mes lunettes, mais empreinte du latin experientia, dérivé de experiri, faire l'essai de. Ah, le fait d'acquérir, d'étendre ou d'enrichir une connaissance, un savoir, un savoir-faire par l'usage et la pratique. Épreuve que l'on fait personnellement d'une chose. Donc, merci Léon. Épreuve que l'on fait personnellement d'une chose. Donc, c'est pratique. L'expérience, c'est pratique. Donc, c'est pas théorique, c'est pas intellectuel, c'est pas logique, c'est pas rationnel, c'est d'un registre plutôt de le vivre. C'est du domaine du vécu. Ça nous traverse l'expérience. Ça nous enseigne directement. Bon, ça, je dis souvent ça à mes étudiants en art, que la pratique artistique, ça m'enseigne directement les fondamentaux. Ben, la méditation aussi. Ça m'enseigne l'impermanence, l'interdépendance, la souffrance. Ça m'enseigne des choses comme ça primordiales. Si on apprenait ça à la petite école, on aurait beaucoup moins de problèmes après dans nos relations. Ouais. Ça me fait penser à... Je passe du coq à l'âne, tu permets? Non, mais c'est... Moi, je te suis. Ça me fait penser à un des premiers enseignements du Bouddha historique, Anapanasati Sutta. Donc, Ana, expire, inspire. Pana, souffle. Sati, attention. Sutta, enseignement. Donc, l'enseignement sur l'attention au souffle, expirer et inspirer. Dans ce sutra, il y a tout ce dont on a besoin de savoir pour comprendre les phénomènes primordiaux, fondamentaux, inconditionnels. C'est fou, je l'ai étudié beaucoup cet été. Je l'avais étudié avec mon maître vietnamien, qui était un disciple de Thich Nhat Hanh. Et j'ai étudié aussi cet été, justement, le commentaire de Thich Nhat Hanh sur la pratique du souffle conscient. Et dans son commentaire, vraiment, tout est là. Et j'ai rencontré aussi un moine théravadin avec qui j'en ai discuté, et il disait, mais oui, c'était la pratique préférée du Bouddha, apparemment. Juste de respirer consciemment. Bon, c'est ça qu'on fait aussi ici, évidemment. Mais bien que ce soit l'instruction de base qu'on reçoit au début, peut-être qu'on ne le prend pas assez au sérieux, je dirais. Peut-être qu'on l'oublie rapidement, on oublie à quel point l'attention au souffle, ça nous enseigne l'impermanence, l'interdépendance, parce qu'on se respire les uns les autres, et je dirais même d'une façon transhistorique, c'est-à-dire que on respire le même air que je sais pas, les personnes qui ont habité à Montréal dans le 19e siècle, etc. Donc, on apprend tout avec le ressenti de son corps. Puis, on en avait parlé quand on parlait de pneuma. Notre vie, c'est le souffle, puisqu'on est avec son premier cri. S'il n'y a pas de premier cri, il n'y a pas de naissance. Ouais. Et puis, selon l'expression populaire, quand on meurt, on rend son dernier souffle. J'aime beaucoup ce terme de rendre. Ouais. On redonne. On redonne.
Ouais. On redonne et on s'en va. Avant de partir, C'est ça. Ouais. On redonne ce qu'on a utilisé. C'est très beau. Ouais. Ça ouvre plein de portes. Ça. Oui, c'est complet, c'est comme équilibré, C'est complet, cohérent. Et ça fait plein de sens, oui. Puis je pense que, mais pour paraphraser Marielle Massé, une sociologue française, dont le dernier livre s'intitule Respire, elle en parle d'une façon sociologique puis politique, parce qu'elle parle de tous les problèmes de pollution et de maladies qui émanent de l'industrialisation et des changements climatiques qui créent un air moins sain. Et puis elle dit justement que c'est pas juste une question de bien respirer, mais de s'organiser pour avoir un monde plus respirable, une société plus respirable, où est-ce que les rapports sont plus justes, parce qu'en ce moment, on sait qu'il y a tellement de clivages entre des portions du monde, riches, pauvres, etc. Donc, de se conscientiser à ce que notre monde devienne plus respirable sur le plan, pas juste de l'air, mais sur le plan du cœur et de la justice. Et la méditation, ça peut nous mener jusque-là, en fait, justement, à l'équité, à la justice, à la sensibilité des besoins dans notre société de personnes plus qui ont des besoins matériels et intellectuels plus pressants. Eux aussi, ils ont la précieuse vie humaine et le cœur, corps, esprit dont on parlait tantôt. Et c'est quoi ta vision de la notion de société éveillée, justement, puisqu'on tourne autour de ça pour l'instant. Ça, exactement. Comment tu vois ça, toi, la société éveillée? Qu'est-ce que ça t'évoque? Je ne te demande pas de recettes de comment faire, mais qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Oui. D'abord, merci de le ramener parce que c'est une des notions qui m'avait inspirée aussi à Shambhala, c'est-à-dire de ne pas simplement miser sur son éveil personnel, individuel, mais d'envisager une société qui soit éveillée, qui soit sensible et sensible au péril des autres, puis aux besoins. Donc, pour reprendre une expression de Trungpa, de sortir de son cocon, puis de voir la souffrance des autres. On n'est pas seul à souffrir, les autres aussi, et même peut-être plus. Si des fois, on peut penser qu'on est tourmenté, mais peut-être que notre voisin, il est davantage. C'est pas l'idée de comparer, mais c'est l'idée de jamais oublier qu'on n'est pas tout seul à se sentir seul et à souffrir. Et donc, une société éveillée, ce serait de ne pas oublier ça. Quel grand défi, parce qu'on a tendance rapidement à se mettre à l'avant-plan. Donc, de ne pas oublier ça, puis de se garder curieux, curieuse par rapport justement à nos voisins. On rencontre plein d'inconnus chaque jour, ne serait-ce que par exemple dans les transports en commun. Et puis je trouve que c'est vraiment un beau terrain de pratique, l'autobus ou le métro ou la rue. C'est un très beau terrain de pratique pour sourire, pour souhaiter secrètement à la personne devant soi qu'elle soit heureuse. Parce qu'on peut passer tout un trajet à regarder comment les gens sont habillés, puis à trouver les coiffures ou les styles, ou on est irrité ce matin-là, puis on trouve qu'on n'a pas de place, puis on a hâte de sortir, puis on grince. Mais on peut aussi passer son temps de déplacement à souhaiter aux gens d'être heureux, à
quelqu'un qu'on sent accablé de passer une bonne journée. On n'a même pas besoin de lui dire, on le dit avec notre cœur. Des fois, ça me fait penser à Tonglen, la pratique de Tonglen, qui consiste à apprendre et à redonner dans un sens de luminosité, puis de légèreté. Puis des fois, les gens se demandent qu'est-ce que ça donne? Est-ce que la personne elle va vraiment sentir quelque chose si je pratique ça? Comme là, dans le métro, est-ce que ça aide la personne, que je lui souhaite d'être heureuse, même si elle ne m'entend pas? C'est une bonne question. Je trouve ça intéressant, mais avec le temps, je me suis rendu compte que je ne sais pas si ça va lui faire du bien. Mais je sais que moi, ça va me garder le cœur ouvert. Puis si tout le monde, on se travaille à se rendre le cœur ouvert, bien, on va évidemment marcher vers une société plus éveillée. Voilà. Je trouve qu'il y a plein de gens aussi. J'aime bien croiser des gens qui ne sont pas bouddhistes, qui ne méditent pas, qui n'ont pas de pratique spirituelle particulière, ou en tout cas connue, puis les voir être bienveillants, les voir être généreux. C'est plein. C'est plein. Ça n'appartient pas à Shambhala, ça, ni à toute autre école spirituelle, la générosité. Aucune voie spirituelle n'a l'apanage de... Il y a des gens qui cheminent naturellement, je dirais. Exactement. Puis dans un sens, on apprend ça aussi, encore une fois, de façon expérientielle. La plupart d'entre nous, bien sûr, il y en a qui n'ont pas cette chance ou qui pensent qu'ils n'ont pas eu cette chance, mais on a des personnes qui ont pris soin de nous quand on est arrivé dans ce monde, que ce soit un parent ou une autre personne. Puis ça, c'est un enseignement direct. Quelqu'un qui nous prend dans ses bras quand on pleure, c'est un enseignement direct. Quelqu'un qui nous lave, c'est un enseignement direct. Donc, on a tous ce potentiel d'amour et de compassion. Et ça me fait penser que j'étais au restaurant avec mon frère il n'y a pas longtemps. Puis derrière lui, il y a une dame qui s'est fait... On était dehors sur une terrasse, grand soleil, des abeilles, et il y a une dame derrière lui qui s'est fait... elle a sursauté parce qu'elle a dit... Elle s'est exclamée, j'ai été piquée par une abeille, je suis allergique. Et mon frère, en une seconde, il s'est levé, il est allé voir à l'intérieur, puis il a fait demander dans la salle si quelqu'un avait une épipène, parce que la femme ne l'avait pas. Et puis, j'ai vu cette bienveillance surgir de mon frère. Ça ne m'a pas étonnée dans un sens, parce que c'est une bonne personne, et puis je sens souvent son bon cœur, mais j'ai quand même... Ça m'a donné confiance, justement, dans la... On peut voir ça tous les jours, là, j'en parle parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'étais là, puis mon frère n'est pas une personne qui médite, mais justement, il n'y a pas besoin de méditer pour être généreux et bienveillant. Et donc, mais par rapport à la méditation, ce qui est intéressant, c'est que ça nous aide à comprendre tout ça, tous ces mécanismes-là. C'est très intéressant d'étudier son esprit. C'est un grand cadeau que le Dharma nous a fait, de décortiquer notre appareil mental, émotif, affectif, de voir comment on tire les ficelles de tout ça, comment on est entraîné rapidement à agir, à réagir. J'en dis des choses. J'espère que je ne suis pas trop étourdissante. Écoute, il semblerait que Léon et moi avons survécu. Non, c'est très intéressant. Mais surtout, c'est cette emphase que tu as mise dans le cadre à la fois du Dharma et des enseignements du Bouddha, de l'importance de la Sangha, qui est un de mes sujets favoris, c'est-à-dire qu'on est un seul corps, quoi. Même si on est plusieurs individus, c'est
c'est la même essence. Et ce qui nous arrive et ce qu'on transmet, c'est dans les deux sens, comme une respiration. C'est pas neutre, ça. Il y a un effet d'entraînement collectif. Et le fait que ce soit dans les trois joyaux, ça prouve que c'est reconnu comme étant un moteur énorme. Et c'est pas spécifique au bouddhisme, je veux dire, c'est dans la nature humaine. Ben oui, l'idée de communauté, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait la solidarité, l'entraide. Tantôt, je disais, tout ce qu'on a, c'est les autres, mais c'est ça. Je veux dire, c'est comme ça qu'on peut se développer, se définir, se projeter aussi, je dis pas, tu sais, à faire des choses ensemble, par exemple, je sais pas moi, un village ou un hameau ou un projet. C'est fantastique tout ce qu'on peut faire ensemble. Alors, à travers tout ce que tu nous as montré de ton évolution avec tes premiers pas hors bouddhisme et avec le bouddhisme, les deux étant indissociables en fait. Après, on a vu tout ce que tu as traversé, tout ce que tu traverses actuellement. Et comment tu vois la suite? Au sens large du terme, je veux dire, c'est pas une question piège. Non, ben non, je ne sens pas du tout comme ça. Je vois pas très loin, moi. En général, je vois pas. Je pourrais voir venir les choses davantage, mais je sais pas. Je fonctionne pas comme ça, en général. Donc, je vois continuer à enseigner. J'ai pris une pause un peu d'avoir des étudiantes parce que j'avais besoin de me ressourcer. Et là, je commence à sentir que ça peut revenir peut-être l'année prochaine. Et donc, de continuer à étudier, à pratiquer, faire des retraites, à la fois en diriger et à la fois en faire comme étudiante, comme pratiquante simplement. Ça, c'est toujours tellement aidant, tellement nourrissant. Ça permet de remettre les pendules à l'heure, puis de se déposer. Au début, on ne sait pas qu'on peut faire aussi des retraites autogérées à la maison si, mettons, on a du moment libre, alors qu'au centre, il n'y a pas de retraite encore organisée à ce moment-ci de l'année, etc. Mais on peut s'organiser des retraites aussi soi-même ou avec quelques amis, puis toujours dans cette idée de se supporter, de se soutenir. Puis après ça, les retraites au centre, on crée un contenant qui est tellement soutenant, qui est tellement lumineux. Ça fait beaucoup de bien. À chaque fois, c'est renversant de voir le bien que ça fait de faire des retraites ensemble. Et pour conclure, quel souhait tu aurais à l'adresse de notre Sangha qui nous écoute, et peut-être des gens extérieurs à notre centre d'ailleurs aussi, puisque c'est publié c'est en direct, mais c'est en même temps c'est publié sur YouTube, donc c'est accessible au grand public. Peut-être de s'entraîner, de continuer à s'entraîner à voir quand son cœur s'ouvre, quand son cœur se ferme, pour mieux se connaître. Sylvie, merci. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup. Et puis merci aux gens qui nous regardent, en direct et pas en direct. Donc on reprend ces émissions mensuelles, donc chaque premier dimanche du mois. Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de la séance suivante, donc je n'ai pas de... Je ne peux pas vous dire qui ce sera la prochaine fois, mais il y aura quelqu'un. Ne vous inquiétez pas.
la terre est grande, donc on aura toujours quelqu'un qui pourra venir partager son cheminement spécifiquement autour de Shambhala et du bouddhisme, mais pas que. Et puis j'ai aussi dans mes cartons de vouloir faire des échanges avec d'autres centres dharmiques. J'ai déjà des contacts. Et puis, Mais je pense pas que tu peines à trouver quelqu'un. Notre Sangha est quand même bien peuplé. Hein? Absolument. Il va en avoir des belles histoires. Tu ne me vois pas inquiet. Non, exactement. Merci à tous, et puis surtout merci à Léon, Merci, Léon. qui a tenu le fort avec force, c'est le cas de le dire, seul à la technique et devant des panneaux lumineux dans tous les sens et des petits boutons dans tous les coins. Et il a réussi à gérer tout ça avec brio. Merci Léon. Et Merci puis bonne Jean-Luc. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.